Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle de Primoz Roglic et de sa dernière victoire sur le Tour d'Espagne. J'ai beaucoup de choses à dire sur le bonhomme, sur son Tour d'Espagne, mais aussi sur sa carrière de façon générale. Dans un premier temps, on revient ensemble sur sa saison qui a été vraiment très mitigée, beaucoup de hauts et de bas, on va le voir. Elle commence sur Paris-Nice au mois de mars. Un premier bas, ça se passe pas très bien. Roglic arrivait quand même avec le statut de favori au départ de Paris-Nice. Eh bien, le Primoz, il a beaucoup souffert du froid tout au long de la semaine et il a vu Remco Evenepoel et Matteo Jorgensen se disputer un peu la part du gâteau sur la dernière étape où l'un remportait la victoire et l'autre le classement général. Un Paris-Nice à oublier pour Primoz Roglic. Quelques semaines après, il se présente au départ du Tour du Pays Basque. Ça va beaucoup mieux. Dès le chrono d'ouverture, début avril à Irun, il bat Remco Evenepoel, il bat Jonas Vingegaard. On se dit alors, ça y est, Roglic a mis la machine en marche. Malheureusement, après 3 jours de course, il y a la fameuse chute de la saison 2024 qui implique Remco Evenepoel, Vingegaard et Primoz Roglic. Roglic n'a pas de fracture à ce moment-là, mais il est quand même bien échymosé. Il va lui falloir beaucoup de temps pour récupérer. On ne le verra plus en compétition avant le mois de juin sur le Critérium du Dauphiné. Critérium du Dauphiné qu'il va remporter. 2 victoires d'étape, le général. Ouais, sur la dernière étape, plateau des Gliards, il n'est quand même pas passé loin de se faire battre au général par Jorgensen. Une habitude chez Roglic dans les courses d'une semaine d'être vraiment pas à l'aise sur la dernière étape. On peut citer les exemples du Dauphiné 2020 ou du Paris-Nice 2022. Ça fait quand même une première victoire en classement général sur cette saison 2024. Il se présente avec toute la confiance possible qu'il peut avoir en ses moyens au départ du Tour de France. L'une des rares courses qu'il manque à son palmarès gigantesque. Ça part plutôt bien pour Roglic. On sent quand même qu'il est un cran en dessous de Vingegaard et de Pogačar après une semaine de course. Au Lioran, il montre les difficultés à suivre les deux monstres. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Sur la 12e étape, à Villeneuve-sur-Lot, Roglic se casse la figure, comme trop souvent en carrière, et il se fracture une vertèbre lombaire. À ce moment-là, Roglic a fait quand même 3 abandons sur les 3 derniers Tours de France disputés en 2021, 2022 et donc 2024. C'est la cata. On imagine même difficilement participer au Tour d'Espagne. C'est vrai que 4 semaines de préparation séparaient le Tour de France au Tour d'Espagne. Quand en plus tu as une fracture de la vertèbre lombaire, ça paraît mission impossible. Mais encore une fois, mission impossible n'est pas Primoz Roglic. Et Roglic s'est présenté à la presque surprise générale au départ du Tour d'Espagne, avec le dos bien en vrac malgré tout. On se dit alors que ça va être difficile pour Primoz Roglic en première et deuxième semaine. Mais en fait, pas du tout. Le Tour d'Espagne débute, le chrono d'ouverture, 8e place. Bah, écoutez, les feux sont ouverts pour Roglic, c'est le meilleur des favoris. Ça, en revanche, n'est pas une surprise parce qu'il y avait quand même beaucoup de grimpeurs au départ du Tour d'Espagne. 4e étape à Villuercas, première grosse étape de moyenne montagne/montagne pour les favoris. Roglic fait partie des meilleurs aux côtés d'Enric Mas et Lennart Van Eetvelt et vient déjà empocher une première victoire d'étape. Là, c'est vrai que je me dis, mais c'est pas possible. Que faut-il pour enterrer Roglic? Tous les ans, il se casse violemment la gueule à un moment donné, bien souvent, c'est sur le Tour de France. Eh bien, à chaque fois, il arrive à rebondir pour faire des résultats de dingue. Et ce n'est pas tout. Sur la 6e étape du Tour d'Espagne, il perd son maillot rouge au profit de Ben O'Connor. O'Connor qui a à ce moment-là un avantage très large au classement général puisqu'il a plus de 5 minutes d'avance sur Roglic qui est le deuxième du général. Et là, Roglic, il a pris le problème comme un patron. Il avait 2 choses à régler. D'abord, il fallait rattraper le temps de retard qu'il avait sur Ben O'Connor. Et ça, il va le faire un petit peu tous les jours dès que les occasions se présenteront. Et ce, jusqu'à Madrid. On note quand même qu'il a pris son temps pour réaliser cette mission parce qu'il va récupérer définitivement son maillot rouge 48 heures avant l'arrivée à Madrid. Et le deuxième problème qu'il avait, c'est qu'il fallait qu'il distance ses adversaires directs au classement général. Donc si on nommait Ben O'Connor qui avait beaucoup d'avance à ce moment-là, eh bien son adversaire principal après la 6e étape, ça restait certainement Enric Mas. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'au-delà de ramener le maillot rouge à Madrid, il fallait quand même se poser la question de comment faire. Et est-ce qu'on peut constater, là, une fois que le Tour d'Espagne est terminé, c'est que Roglic, il a matraqué ses adversaires directs, et je pense principalement à Enric Mas, sur 2 étapes.
il a fait le boulot sur 2 étapes. Alors c'est vrai qu'il a fait 2 très bons chronos, la première et la 21e étape, mais si on regarde plus en détail là où Roglic a creusé des écarts sur Carapaz, Mas, Landa, etc., eh bien on tire 2 étapes. La 13e étape à Ancares et la 19e étape à Moncalvillo. Et lorsqu'on regarde le profil de ces 2 étapes, si je vous montre l'étape 13 et l'étape 19, et qu'on se remémore un petit peu les scénarios de course, à chaque fois, ça a été la même chose. Une course de côte. On se présente au pied de la dernière difficulté avec un peloton bien paqué, et à chaque fois, Red Bull a roulé comme des fous sur le pied d'ascension ou à partir du premier tiers d'ascension. Daniel Felipe Martinez fait l'essentiel du travail et derrière, Roglic nous fait un quart d'heure à fond et à chaque fois reprend 1 minute à 1 minute 30 sur ses adversaires directs. Pendant ce temps-là, Ben O'Connor, lui, va débourser à chaque fois 2 à 2 minutes 30. 2 paramètres sont alors à mettre en avant sur ces étapes. Roglic, sur des efforts très punchy, très courts, de 10 à 15 minutes, est imprenable sur ce Tour d'Espagne. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois sur ces 2 étapes, Red Bull a été incroyable au service de son leader. Que ça soit Daniel Felipe Martinez, Alexander Vlasov ou Florian Lipowitz, les mecs se sont mis au diapason pour que Roglic puisse distancer ses adversaires. Autre paramètre intéressant que l'on peut prendre en compte au terme de ce Tour d'Espagne. Il y avait 3 grosses étapes de montagne sur ce Tour d'Espagne. La 9e étape, qu'a remporté Adam Yates, la 15e étape au Cuito Negro, et la 20e étape au Picon Blanco avec les 5000 mètres de dénivelé. Et bien si on regarde, si on aligne un petit peu le classement général de ces 3 étapes, eh bien Roglic il est au même niveau que les autres. Il est même un petit peu en dessous à la seconde. Il est moins bon qu'Henrik Mas par exemple. Sur la 9e étape, dans la dernière ascension, il avait perdu près d'une minute sur Henrik Mas, tant qu'il avait récupéré dans la dernière descente. Sur la 15e étape, au Cuito Negro, il avait fait tous les efforts du monde pour distancer Ben O'Connor, ce qu'il arrivera à faire mais dans une moindre mesure, une quarantaine de secondes. En revanche, il ne reprendra pas de temps sur Henrik Mas, qui va même sembler être supérieur au Slovène. Et sur la 20e étape, au Picon Blanco, alors c'est vrai qu'il était en mode défense, mais à aucun moment il a surclassé ses adversaires directs dans la dernière ascension, perdant même quelques secondes anecdotiques, certes, sur Henrik Mas. Et c'est là que je trouve la gestion du Tour d'Espagne de Red Bull et de Roglic absolument phénoménale. On a eu un problème Ben O'Connor qu'on a résolu étape après étape, et on avait un problème Henrik Mas, Mikel Landa, Carapaz, Enco, qu'on s'est fait le plaisir de régler sur 2 petites étapes de côte. Et ça, c'est quand même très fort. Ça en dit beaucoup sur la confiance de Roglic en lui-même et sur son équipe, en prenant toujours en compte que le mec, il a un dos en vrac sur les 3 semaines du Tour d'Espagne. Au final de ce Tour d'Espagne, Roglic remporte 3 victoires d'étape, la 4e à Villuercas, la 8e à Cazorla et la 19e à Moncalvillo, et remporte un 4e Tour d'Espagne après les éditions 2019, 2020 et 2021. On ajoute à cela qu'il égale le record de Roberto Heras qui avait lui remporté les Tours d'Espagne en 2000, 2003, 2004 et 2005. Si vous ne connaissez pas Roberto Heras, c'était un des très grands équipiers de Lance Armstrong sur les Tours de France 2002 et 2003. Et ce garçon a remporté ses 4 Tours d'Espagne au sein des équipes Kelme en 2000, US Postal en 2003 et Liberty en 2004 et 2005. Au niveau des records sur le Tour d'Espagne, qu'est-ce qu'on constate au terme de ce Tour d'Espagne 2024? Donc, Roglic et Heras sont co-détenteurs de victoire du classement général d'un Tour d'Espagne. Roglic qui devance désormais d'une longueur des mecs comme Alberto Contador et Tony Rominger, c'est dire la performance. Et au niveau des victoires d'étape, alors on nous met un petit peu Delio Rodriguez qui est très loin devant tout le monde avec 39 victoires d'étape. Eh bien Roglic est 6e de ce classement avec 15 victoires d'étape. Et on peut noter qu'il devance encore une fois Tony Rominger et un certain Alejandro Valverde, et qui n'est qu'à une petite longueur de Sean Kelly. Très grand coureur Sean Kelly si vous ne le connaissez pas. Donc Roglic là il s'avance quand même sur... il s'avance facilement avec le statut d'un des plus grands mecs de l'histoire du Tour d'Espagne, sans difficulté. Bien, la suite. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Roglic désormais? Le bonhomme, à 34 ans, s'est mis au cyclisme sur le tard après une très bonne carrière en saut à ski. Vu l'âge, vu la condition du bonhomme, j'ai quand même l'impression que Primoz peut encore nous faire 2-3 grandes saisons à très haut niveau. C'est-à-dire que pour moi, le voir gagner un 5e Tour d'Espagne ou un nouveau Tour d'Italie, ce n'est absolument pas déconnant, dès l'année prochaine ou en 2026. Claquer des courses par étapes d'une semaine comme Paris-Nice, Tirreno, Romandie, Catalogne ou Dauphiné, oui, c'est tout à fait à sa portée. En revanche, le voir gagner le Tour de France dans les années à venir,
Non, je pense que c'est définitivement mort. Je pense qu'il a laissé passer le train en 2020 lorsqu'il a complètement dévissé dans le chrono de la planche des belles filles et que Pogačar est venu lui piquer un Tour de France qui lui tendait les bras. Aujourd'hui, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar sont à des niveaux mésosphériques lorsqu'il s'agit du Tour de France et des courses par étapes de façon générale. Donc ça me paraît très très compliqué d'envisager un Primož Roglič vainqueur d'un Tour de France dans les années à venir. Voilà, sur quoi peut se concentrer le Slovène, me direz-vous? Un 5e Tour d'Espagne, ça c'est tout à fait possible. Un Tour de Suisse, dernière grande course par étape d'une semaine qui lui manque à son palmarès. On note quand même que Roglič n'a jamais participé au Tour de Suisse, il me semble. Donc pourquoi ne pas corriger l'anomalie dès 2025? Si on pousse la chose un peu plus loin, quel héritage laissera Primož Roglič dans le milieu du cyclisme professionnel? Eh bien j'ai envie de vous dire qu'à l'image d'un Tadej Pogačar, c'est quelque chose dont j'aurais envie de parler lorsque Primož Roglič aura terminé sa carrière, lorsqu'il annoncera sa retraite. Parce que je pense qu'il a encore de grandes choses à accomplir. Donc ça, c'est pour le côté sportif. En revanche, s'il y a quelque chose qu'on peut tout de suite affirmer sur Roglič là, au terme d'une saison 2024 déjà bien contrastée, c'est que je n'ai jamais vu, depuis les années 2000, un coureur avec une résilience et un mental aussi costaud. Je m'explique. Si on prend un petit peu le fil de la carrière de Roglič, eh bien on constate qu'il y a quand même énormément de bas et énormément de claques. La première, en 2020, sur le Tour de France, qui lui tendait les bras, et bien sûr l'avant-dernière étape et le chrono de la planche des belles filles, Roglič a pris quand même une claque mentale qui est astronomique, parce que c'était impensable d'imaginer qu'une équipe qui avait autant dominé le Tour de France jusqu'à présent puisse perdre ce Tour de France la veille de l'arrivée à Paris contre un Tadej Pogačar qui ne pouvait plus compter que sur 3 équipiers, au terme d'un Tour de France qui avait été quand même sacrément bien matraqué par l'équipe Visma de Roglič. À cela, on peut quand même ajouter son abandon le dernier jour du Dauphiné 2020, Dauphiné qu'il dominait d'une main de maître. Même chose sur Paris-Nice 2022 où il avait claqué 3 étapes et qu'il s'avançait sur la dernière étape en toute confiance. Et ben imaginez quoi, Roglič est tombé 2 fois dans la dernière descente et a complètement perdu pied au général. Et puis il y a toutes les fois où Roglič est passé pas loin de la catastrophe et il a quand même réussi à l'emporter. On peut citer le Tour d'Espagne 2020, quelques semaines seulement après avoir pris une claque monumentale sur le Tour de France. Et bien alors qu'il dominait le Tour d'Espagne, la veille de l'arrivée, il est fortement menacé par Carapaz qui va se rapprocher à une vingtaine de secondes de Roglič au général. Roglič arrivera à garder sa couronne. En 2023, sur un Paris-Nice qu'il dominait également, la dernière étape, il a été sacrément mis en difficulté par un des 2 frères Yates. Merci Wout van Aert. Sur le Dauphiné 2024, tout récemment, il y a quelques mois, pareil, 2 victoires d'étape, l'étape 6 et 7. Et on imaginait que Roglič allait se diriger tranquillement vers une victoire au classement général. Pas du tout, il fallait qu'il les vise dans la dernière étape au plateau des Glières et il n'a pas été loin de se faire passer par Jorgenson au classement général. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'enlèverai jamais à Roglič. C'est qu'il a un mental et une résilience sur lequel je ne trouve aucun équivalent parce qu'il se prend beaucoup de claques, qu'elles soient physiques ou mentales. Et à cela, j'ajoute que c'est un coureur extrêmement spectaculaire. Pas toujours côté sportif, il est quand même à des années-lumière d'un Tadej Pogačar ou d'un Jonas Vingegaard. En revanche, les dernières journées de course, un Primož Roglič lorsqu'il a le maillot de leader, c'est toujours quelque chose. Dauphiné 2020, Tour de France 2020, Vuelta 2020, Paris-Nice 2022, Paris-Nice 2023, Dauphiné 2024. C'est quand même une dinguerie la carrière de Roglič. On a l'impression que ce mec réalise des propres films au sein de chaque course auquel il participe. Dans tous les cas, je trouve que cette Vuelta 2024 vient récompenser un coureur extraordinaire, peu souvent épargné par la malchance. Et ce qui m'émerveille chez Roglič, c'est que malgré toutes les embûches qui se présentent devant lui, eh bien le mec continue d'avancer et de claquer des courses à un âge qui commence à être sacrément avancé. 34 ans dans une carrière cycliste, ça commence à faire vieux. Je vous avoue qu'encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir si Roglič venait à gagner un Tour de France dans les années à venir. Bon, je pense que c'est un vœu pieux, ça va être quelque chose de très difficile à réaliser, voire impossible. Mais s'il y en a bien un qui croira toujours en Primož Roglič, eh bien c'est Primož Roglič. Et ça, personne ne lui enlèvera jamais. Allez, c'est tout pour moi, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo sur un coureur que je kiffe et que je trouve exemplaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve demain pour qu'on débriefe le GP de Québec qui va avoir lieu... Les mecs sont en train de pédaler actuellement. Allez, on se voit demain, salut, ciao, bonne soirée.